Bonjour, nous continuons donc l'épopée de ces juifs, de ces communautés qui vont faire ce pas décisif de quitter leur exil natal pour se retrouver sur la Terre Sainte en Eretz Israël, la Aliyah des Juifs du XVIIIe siècle. On avait commencé à en parler la dernière fois, on avait vu que les enjeux n'étaient absolument pas des enjeux politiques au sens restreint du terme, au sens moderne du terme, mais plutôt au sens noble de la notion, c'est-à-dire ce que voulaient ces Juifs, c'était pouvoir vivre un judaïsme sans... un judaïsme parfait, un judaïsme complet, un judaïsme dans une piété et une ferveur débordante, malgré les précarités politiques, sociales, économiques que présentait la vie en Eretz Israël à cette époque-là. Donc on avait vu en 1700 le rabbi Yehuda Chassid, on avait vu des Mekoubalim qui vient avec un certain Rabbi Emmanuel Haïriki en 1818, et puis on avait vu en 1733 l'échec de la montée du Baal Shem Tov qui voulait rejoindre le Rabbi Chaim Ben Attar et à ce moment-là faire venir le Mashiach. On a vu que le Créateur en a voulu autrement. Il a voulu que le monde soit préparé par la révélation de la chassidoute, par le chassidisme, que le Messie arrive par la ferveur, l'enthousiasme, la joie et l'émotion chassidique, l'accent chassidique que prendrait le judaïsme. Il a fallu donc que le Baal Shem Tov retourne en Eretz Israël, et donc il faudra attendre jusqu'à aujourd'hui l'arrivée du Mashiach. Alors, nous sommes donc en 1733, en 1737, il y a un grand rabbi Gedalia Chayoun qui va monter en Eretz Israël. Lui est un Turc, est un juif qui habite en Turquie, et il monte pour fonder la très célèbre yeshiva des Mekoubalim, des kabbalistes, à Jérusalem, qui porte le nom de Bethel, une yeshiva qui existe encore aujourd'hui et qui va être le foyer de très nombreux maîtres chassidiques qui vont enseigner à partir de cette enceinte-là, la yeshiva de Bethel à Jérusalem. Et ce Rabbi Gedalia Chayoun va être nommé, il y avait déjà eu à l'époque de Rabbi Avraham Revigo des très grands chachamim qui avaient été nommés chefs spirituels. C'était un moyen d'organiser de manière institutionnelle ces communautés qui s'installaient au XVIIIe siècle en Israël autour d'une organisation qui serait menée, gérée, dirigée par un très très grand chacham qu'on appelle le Rishon LeZion. Lui-même, Rabbi Gedalia Chayoun, est le deuxième de ces Rishon LeZion. Alors, 1740, on est en 1740, c'est là qu'arrive le fameux Rabbi Chaim Abulafia à Tibériade. Il arrive à Tibériade et il arrive aussi de Turquie, mais pas d'Istanbul. Lui arrive de Izmir, en Turquie, et il va fonder, j'allais dire une communauté, enfin c'est plusieurs communautés, parce que son action, c'est vrai qu'il refonde la ville de Tibériade, la ville juive de Tibériade. Le judaïsme à Tibériade avait été éradiqué plusieurs dizaines d'années auparavant. Il va refonder le judaïsme à Tibériade qui va fleurir à partir de son implantation en Israël, mais il va être aussi celui qui va organiser la ville, un peu de la vie juive matérielle, parce qu'il faut aussi, dans cette précarité, vivre, et pour vivre, il faut avoir une infrastructure minimale, ne serait-ce que minimale, mais une infrastructure matérielle. Eh bien, lui, le Rabbi Chaim Abulafia, en Eretz Israël, va s'occuper de fonder cette infrastructure dans plusieurs foyers, notamment à Yafo et dans d'autres endroits d'Eretz Israël. Beaucoup de Juifs de Turquie vont profiter de cette infrastructure du Rabbi Chaim Abulafia, mais ils ne sont pas les seuls. Aussi des Juifs d'Afrique du Nord, entendant ce qui se passe autour de Rabbi Chaim Abulafia à court en Eretz Israël, mais aussi des Juifs d'Europe de l'Est, qui eux aussi vont profiter du travail de reconstruction de ce fameux Rabbi Chaim Abulafia. À cette époque-là, d'Europe centrale, un grand rabbi, Éléazar Rokéar, qui est le père de ces fameux sages de cette famille-là des Rokéar, vient aussi s'installer en Eretz Israël. C'est un an après que le Rabbi Abulafia ait mis les pieds à Tibériade. Et c'est là
Et c'est là qu'arrive celui que voulait précéder le Baal Shem Tov, que voulait rencontrer le Baal Shem Tov, parce qu'il était sûr que s'il le rencontrait à deux mains dans la main, il se serait uni au point d'amener le Mashiach et de délivrer le peuple juif. Il s'agit du très très grand Rabbi Chaim Ben Attar. Lui-même dira dans ses textes que le temps est arrivé où il est possible de faire venir le Mashiach, qu'il a l'âme du Mashiach, et que si on veut bien le croire et le suivre, il réussira à délivrer le peuple juif. Mais pour ça, il aurait fallu qu'il rencontre le Baal Shem Tov, il va l'attendre. Finalement, les deux vont poser les jalons spirituels de ce qui sera l'union de tous les courants vers la venue de Mashiach, avec la suite de l'histoire juive qui va déboucher très très prochainement vers la réalisation de leur rêve. En 1741, Rabbi Chaim Ben Attar et sa famille, avec des dizaines d'élèves et leurs familles, quittent le Maroc et arrivent, après un long périple, en Eretz Israël. Et avec eux, de nombreux juifs qu'ils vont sur leur chemin rencontrer en Italie vont se joindre au cortège et aussi venir ranimer la vie juive en Eretz Israël. Ils sont nombreux, ils sont à Akko, à Tibériade et aussi à Jérusalem. Il faut dire que leur alia en Eretz Israël, on avait dit que la terre d'Israël est un aimant, et bien l'alia de ces grands maître, et particulièrement de Rabbi Chaim Ben Attar, va être un aimant qui va attirer jusqu'à la Pologne juive, qui va lui fournir de très nombreuses âmes qui vont venir étudier avec lui la Torah et son exégèse kabbalistique autour de ces explications qui sont compilées dans son très très célèbre œuvre, le fameux Or HaChaim. 1743, puisqu'on parlait des Juifs d'Italie qui, dans le sillage, sont venus rejoindre Rabbi Chaim Ben Attar, eh bien, il y a le fameux Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui lui aussi va monter en Eretz Israël, et avec lui, une grande communauté de Talmidim de Hollande monte en Eretz Israël. En 1743, aussi, c'est là que va être fondée la fameuse Yeshivat Knesset Israël, qui est la yeshiva, le foyer spirituel. En fait, il y en a deux. Knesset Israël ouverte, Knesset Israël célèbre, et puis il y a la Knesset Israël secrète, les fameuses yeshivot du Rabbi Chaim Ben Attar. Une yeshiva est ouverte à tous les élèves qui veulent servir Dieu d'une foi parfaite, avec un enthousiasme débordant, et qui sont ouverts aux enseignements de la Kabbale tels que le Rabbi Chaim Ben Attar les enseigne. Ils doivent se préparer. Il y a de très grands chachamim que le Rabbi a nommés pour former ses élèves, afin qu'une fois préparés, ils puissent passer un examen spirituel qui va, s'ils le réussissent, leur permettre d'accéder à une enceinte secrète à Jérusalem où habite, enseigne et étudie le maître Rabbi Chaim Ben Attar, avec autour de lui une poignée de juifs extrêmement élevés sur le plan spirituel et sur le plan de l'érudition dans toutes les matières du judaïsme, et particulièrement dans la Kabbale, et qui n'ont pas pour l'instant de vocation d'être connus. C'est un foyer secret, un moteur, une pile atomique du judaïsme qui rayonne de manière occulte. Ne peuvent y accéder que ceux qui passeront cet examen, personnages qui seront triés sur le volet pour leur érudition et leur élévation spirituelle, après avoir été préparés parfois de longues années par les grands maîtres que le Rabbi Chaim Ben Attar a mis en place dans la Yeshiva Knesset Israël, qui était ouverte au grand public. La Yeshiva va durer pratiquement 100 ans, jusqu'en 1866, où elle va avoir, la Yeshiva de Rabbi Chaim Ben Attar va fermer ses portes. Nous sommes pour l'instant en 1743, en 1747, c'est là que, voyant qu'il était impossible d'accéder au Rabbi Chaim Ben Attar, eh bien le Baal Shem Tov va envoyer son beau-frère.
Il s'agit du très grand tzaddik Rabbi Avraham Gershon Mikitov, qui monte en Eretz Israël, lui parvient, il arrive sous la férule du Baal Shem Tov à rejoindre le Rabbi Chaim Ben Attar. Il va fonder un yeshuv, une communauté à Hebron, dans la ville de Hebron, et il va rejoindre plus tard la yeshiva pour enseigner, étudier et éclairer le monde par son érudition et par son élévation spirituelle dans la fameuse yeshiva de Bethel à Jérusalem. Mais avant, il doit rencontrer le maître. Pour rencontrer le Rabbi Chaim Ben Attar, c'est extrêmement difficile. Je vous ai dit qu'il était caché, il étudiait en secret dans cette fameuse yeshiva Knesset Israël secrète. Il va donc devoir de longs jours rester dans la yeshiva Knesset Israël ouverte en attendant de pouvoir avoir un entretien. Plusieurs fois, il dira qu'il vient d'Europe avec une mission spéciale et extrêmement importante de son maître et qu'il faut absolument qu'il rencontre Rabbi Chaim Ben Attar. Et chaque fois que les grands, les rachés yeshivot, les maîtres de la yeshiva de Knesset Israël vont voir leur maître, Rabbi Chaim Ben Attar, pour leur demander la permission que ce Rabbi Avraham Mikitov pénètre dans l'enceinte secrète et rencontre le maître, eh bien, ils vont recevoir un refus. Et pourtant, plusieurs fois, il sera, le Rabbi Avraham Mikitov, sollicité par le Rabbi Chaim Ben Attar, qui lui demande, mais de la part de qui vient-il? Qui lui demande de rencontrer? Qui lui donne cette mission secrète de rencontrer le Rabbi Chaim Ben Attar? Il dira, c'est mon beau-frère, le très grand maître Rabbi Israël Baal Shem. C'était comme ça qu'on nommait les très grands maîtres de la Kabbale qui, depuis l'époque du Maharal de Prague, depuis l'époque où le Zohar avait été découvert, vous vous rappelez, je vous enjoins d'aller voir ces cours qu'on a donnés lorsqu'on a expliqué comment la Kabbale s'était frayé un chemin dans le cœur du judaïsme Eshkenaz avec le fameux Rabbi Eliaou Baal Shem de Worms, qui était en vérité un séfarade, un juif d'Espagne, enfin, le fils d'un très grand tzaddik secret, Rabbi Jospa, qui venait d'Espagne. Et à partir de ce moment-là, il y a toute une épopée de la diffusion de la Kabbale très intéressante. On ne va pas y revenir, on n'a qu'à aller voir les émissions précédentes sur cette période-là. C'est fantastique de comprendre et de voir comment cet enseignement s'est frayé un chemin dans le cœur des Juifs de cette région-là, malgré les difficultés. Eh bien, ces maîtres successifs, jusqu'à l'arrivée du Baal Shem Tov, ont labouré secrètement le terrain de l'Europe pour que le Baal Shem Tov puisse ensemencer son chassidisme dans l'âme du judaïsme européen. On les appelait ces grands maîtres cachés, les fameux Baal Shem. Le Baal Shem Tov est le dernier. C'est de cette manière-là qu'il présente Rabbi Kitov, son maître, en disant « Mon beau-frère, le grand saint et célèbre Rabbi Israël Baal Shem ». Et chaque fois qu'il se présente de cette façon-là, il essuie un refus de la part du maître. Ce n'est que lorsque, au détour d'une de ces fois où il va véritablement insister pour percer une entrée dans cette enceinte secrète de la yeshiva de Knesset Israël, qu'il va dire « Je veux rencontrer le maître parce que j'en ai reçu l'ordre de mon beau-frère, de mon rabbi, le saint Rabbi Israël Baal Shem Tov ». Lorsqu'il aura dit le mot Tov, la porte s'ouvrira et Rabbi Chaim Ben Attar le recevra avec un très grand enthousiasme, une très grande chaleur. Il lui dira « J'attendais que tu dises ce mot. Ton maître n'est pas Rabbi Israël Baal Shem, il est Rabbi Israël Baal Shem Tov ». Les kabbalistes expliqueront que dans ce mot Tov, il y avait la guématria, la valeur numérique du nom sacré de Dieu avec lequel le Baal Shem Tov avait enflammé le peuple juif et lui avait permis d'amorcer une ligne, une course qui allait l'amener vers les rivages de la Géoula. Nous, dans notre cours d'histoire, nous n'allons pas rentrer dans les détails et l'explication. En tout cas, ce que voulait le Rabbi Chaim Ben Attar, c'est nous enseigner que l'enseignement de ce Rabbi Israël Baal Shem était pour le peuple juif Tov, était le bien.
Et alors, il prendra la missive secrète, qui était donc la mission qu'avait eu Rabbi Avraham Kitov, il la lira et lui posera des questions en lui disant, lorsque tu écriras, lorsque tu parleras avec ton beau-frère, demande-lui expressément jusqu'où il me voit à tel et tel endroit de la prière, jusqu'où il me voit à tel et tel endroit du Shabbat, et jusqu'où il me voit à tel et tel endroit de la Seudat Shlishit du Shabbat. Il en allait de l'avenue du Mashiach. On comprend que les 2 maîtres, bien que séparés géographiquement, se voyaient et qu'ils avaient un contact occulte. On ne peut pas, nous petites fourmis, comprendre de quoi il s'agit, mais en tout cas, ils se voyaient d'une certaine manière, et il était important pour le Rabbi Chaim Ben Attar d'avoir l'image complète. Rappelez-vous, on l'a dit, ils avaient les deux une demi-âme de Mashiach. S'ils s'étaient unis, eh bien, c'était immédiatement la venue du Messie avec la délivrance complète. Le moment n'était pas encore venu. Il a fallu que l'histoire continue. L'histoire du XVIIIe siècle va continuer aussi avec d'autres aliotes. En 1751, on a le fameux Rabbi Shalom Sharabi qui vient du Yémen et qui va s'installer dans la yeshiva de Bethel qui vient d'être fondée, on a expliqué un peu plus haut, et qui va éclairer le monde à partir de cette yeshiva de Bethel. En 1752, c'est là que le très grand maître d'Alger, un Algérien, Rabbi Yehuda Ayash, et son fils Rabbi Yaakov Moshe Ayash vont monter en Eretz Israël, et il prendra, lui, cette férule d'organisation en tant que Rishon LeZion en Eretz Israël. En 1757, les Juifs d'Istanbul, enfin, plusieurs Juifs d'Istanbul vont monter en Eretz Israël et se réunir autour d'une construction. Ils vont fonder une yeshiva célèbre, yeshiva d'Ameset et Eliezer, qui va être financée par les Juifs de Turquie. Donc les Juifs qui habitent à Istanbul et en Turquie ont un pied-à-terre à partir de 1957, officiel en Israël, à Jérusalem, dans la yeshiva d'Ameset Eliezer. Plus tard, en 1764, il y a la suite de cette épopée du Baal Shem Tov, avec de très 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 grands rabbis de la Chassidoute, des élèves du Baal Shem Tov qui vont réaliser le rêve que le maître n'a pas pu réaliser parce que son élan a été coupé, a été intercepté, a été empêché par le Créateur de multiples manières et particulièrement à l'histoire que nous avons racontée dans le cours précédent. Alors, il s'agit de Rabbi Menachem Mendel de Premishlan, de Rabbi Nachman de Ordekna et puis de très nombreux chassidim qui vont monter à ce moment-là aussi en Eretz Israël. En 1770, il y a le fameux Rabbi Yaakov Mekarlim. Alors on n'est plus dans le sillage du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov n'est plus n'est plus le chef suprême de la Chassidoute, c'est son successeur, celui qui viendra donc après sa disparition, Rabbi Dovber de Mezrich, et un de ses élèves, Rabbi Yaakov Mekarlim, en 1770, va donc monter en Eretz Israël avec toute une série de chassidim qui vont le suivre, et donc l'ambiance en Eretz Israël devient de plus en plus chassidique. Et elle était déjà très très kabbalistique, vous l'avez remarqué, et elle deviendra maintenant véritablement inspirée par l'enseignement du Baal Shem Tov. En 1771, il y a des Juifs d'Amsterdam qui fondent de la yeshiva Magen David, yeshiva qui va durer jusqu'au XXe siècle, jusqu'en 1921, à Jérusalem aussi. En 1772, c'est le fameux Rabbi Azriel Mishaklov qui va introduire un mouvement qui est que, à partir de cette époque-là, eh bien, les Juifs lituaniens, ceux qui servent Dieu avec l'accent litvak, l'accent lituanien, qui ne sont pas des chassidim, vont aussi monter en Eretz Israël et suivre le mouvement de ces Juifs fervents qui veulent servir Dieu d'une manière absolue, d'une manière parfaite. En 1777, il y a le fameux Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk qui monte en Israël. Alors, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, c'est aussi la deuxième génération des chassidim, c'est après la disparition du Baal Shem Tov. On est maintenant à l'époque où le Rabbi Dovber de Mezrich est lui aussi a quitté ce monde, et on est à cette époque-là où la chassidoute va prendre corps véritablement dans ce que
l'on connaît aujourd'hui, de ce qui sera le chassidisme actuel, c'est-à-dire la source du chassidisme actuel tel qu'il est divisé en plusieurs façons de voir en fonction des différents maîtres qui ont été les bases du chassidisme actuel, c'est à cette époque-là. Et là, il y a deux très grands amis qui sont tous les deux de très grands maîtres du chassidisme, de très grands saints. Il y a le fameux Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui est le plus jeune des élèves du Maguide de Mezrich, qui lui n'a pas connu le Baal Shem Tov, parce qu'il est venu après, il a connu le Baal Shem Tov sans savoir qu'il était le Baal Shem Tov le jour de sa coupe des cheveux, parce qu'il est né par une bracha du Baal Shem Tov, de parents illustres qui descendent de Rachi et de David Ameller, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, de très grands tzadikim de la lignée du Maharal de Prague, Enfin, le père est de la lignée du Maharal de Prague, la mère vient aussi de David Ameller par l'intermédiaire de ces grands maîtres du judaïsme séfarade qui sont venus, comme on vient de l'expliquer, dans le monde Eshkenaz pour réveiller le monde Eshkenaz à l'enseignement de la Kabbale. Et il naît ce fameux petit enfant qui deviendra le plus grand maître de son époque, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le premier rabbi de la lignée des rabbis de Lubavitch. Et il étudie avec son ami, le grand maître Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Il va vouloir que ça soit lui. Rabbi Shneur Zalman veut que ce soit Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk qui succède au Maguide de Mezrich. Le Maguide de Mezrich veut que ce soit Rabbi Menachem Mendel. Il attendra que ce soit Rabbi Shneur Zalman, il attendra que Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk quitte ce monde pour pouvoir accepter la succession. Ils montent les deux en Eretz Israël, mais avant de quitter le sol de l'Europe, eh bien, le train que conduisait le Rabbi Shneur Zalman va devoir s'arrêter parce que le carrosse, la charrette qui le conduit ne peut plus avancer, l'axe s'est cassé, il comprend, et son maître le lui avait déjà dit, mais cette fois-ci il comprend le bien fondé que il est des choses, et la chassidoute ne peut pas accepter que les deux maîtres continuent le chemin ensemble. Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk ira habiter en Eretz Israël et lui retournera en Russie et fondera la chassidoute Lubavitch parce qu'il fallait que ça passe par là pour que le Mashiach puisse venir. Il va accepter, donc il se sépare, mais tout le judaïsme, on avait parlé de la précarité matérielle dans laquelle ces Juifs vivaient. Tout le judaïsme d'Eretz Israël va être financé et secouru et soutenu par une action très massive et très importante de la part de Rabbi Shneur Zalman, du premier rabbi de Lubavitch, qui va permettre à cette fin du XVIIIe siècle de voir un judaïsme triompher sur la terre d'Israël en 1780. C'est les fameux élèves du Gaon de Vilna qui avaient été précédés par quelques maîtres qui viennent eux aussi en grand nombre sur la terre d'Israël en 1782 d'Italie, le fameux rabbi David Pardo. Et puis on finira le siècle avec d'autres grands qui vont venir fonder une vie autour de Hebron. Parmi eux, beaucoup d'élèves du Gaon de Vilna. En 1798, c'est l'allié en Eretz Israël de Rabbi Nachman Mibraslav. Rabbi Nachman de Braslav qui ne restera pas en Eretz Israël. Il est très jeune. Il viendra en Eretz Israël parce que toute sa vie, il a aspiré à cette terre-là, mais il retournera enseigner et diffuser. Il permettra, par son retour sur la terre d'Israël, à ce que la chassidite Braslav devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et en 1798, la même année, eh bien, c'est le fameux Napoléon qui va essayer de détourner ce mouvement de sainteté et de l'exploiter en créant un mouvement sioniste politique de retour à la terre d'Israël des Juifs. Il aurait été le roi des Juifs. Eh bien, il écrit dans le fameux Moniteur qui est le journal officiel de la République le 20 avril 1799. Il désire, on en a parlé dans l'émission précédente, donc allez voir si vous voulez. Et puis on en a parlé aussi au moment où on a parlé de la Révolution française et de Napoléon et des Juifs. On ne va pas revenir là-dessus. C'est un échec. C'est la première tentative avant Herzl de monter quelque chose en Israël qui est un foyer national juif, mais qui ne se base pas sur l'identité juive authentique, sur
la foi qui a permis au peuple juif de perdurer malgré les affres de la galoute. C'est une solution qui ne fait pas partie du plan divin, qui n'adhère pas au message de la Torah et qui se prétend se passer de ce message pour, de manière temporelle et séculaire, apporter une rédemption au monde juif en lui faisant croire à une délivrance qui viendrait de manière nationale, sans passer par ce qui fonde la nation juive. L'authenticité de cette nation, c'est qui est d'avoir reçu la Torah et d'avoir accepté de la pratiquer, même si on ne la comprenait pas, sur le mont Sinaï. Très très prochainement, on verra qui des deux mouvements triomphera lorsque le Mashiach viendra délivrer le peuple juif, reconstruira le Beth Amikdash et imposera toutes les lois de la Torah telles qu'elles étaient au temps de David Améler. Ces lois qui sont finalement la quête inconsciente de l'humanité dans sa recherche à une stabilité, à une pérennité et à une félicité qu'elle retrouvera, et nous l'espérons très très prochainement et très concrètement avec la venue de Mashiach. Amen.